Quand on goûte au silence véritablement, les mots n'ont plus de sens pendant un temps, parce que ça dissout complètement toute l'histoire dans laquelle on est enfermé, l'histoire dans le ressassement dans lequel on s'enferme. Et c'est d'autant vrai dans le couple, où effectivement le couple, il vit sa propre histoire, son propre scénario, ses propres croyances, ses propres projections, ses propres enfermements, qui font qu'au bout d'un moment, chacun est dans un rôle où il n'y a quasiment aucune possibilité d'en sortir. C'est-à-dire que l'autre est condamné d'avance. Quelle que soit l'attitude qu'il va avoir, déjà, au bout d'un moment, on va dire l'autre a fait ça parce que. Et pour sortir de cette réalité-là et de cet enfermement, ça demande effectivement une grande ouverture. Ça demande en fait d'ouvrir son cœur et de comprendre en fait ce qu'est le couple. Parce que tant qu'on n'a pas vraiment compris le couple, on n'a pas de mode d'emploi. C'est un peu comme être parent, on n'a pas de mode d'emploi. On peut être des parents bienveillants, mais on peut être des parents tortionnaires sans en avoir conscience. On peut être des parents maltraitants sans en avoir conscience, tout en pensant vouloir le bien de l'enfant. Quand on veut forcer un enfant à manger, on pense que c'est pour son bien, qu'il a besoin effectivement de nourriture et de telle nourriture pour qu'il grandisse. Mais c'est une nourriture qui est peut-être nocive pour lui et on ne l'écoute pas parce qu'on pense posséder la vérité. Et étonnamment, si ce n'est pas nos enfants, on n'aura jamais cette attitude-là. Parce qu'il n'y a pas l'appropriation. Donc, vous voyez où je veux en venir, dans le couple, c'est cette appropriation qu'on fait de l'autre. Au bout d'un moment, on pense que l'autre nous appartient. Il est une partie de nous-mêmes. Ce qui est vrai au demeurant, mais pas forcément la partie réelle, mais on le met dans une partie projetée. Est-ce que vous vous êtes interrogé un petit peu de qu'est-ce qu'un couple? Comment se fait-il qu'on aspire à être en couple, sachant très souvent que c'est tellement plus facile d'être tout seul? Et qu'à deux, on a des problèmes qu'on n'a jamais tout seul. Et que ce qu'on recherche souvent dans un couple, c'est-à-dire une satisfaction, on n'a pas besoin, comme dans un restaurant, si on va dans un restaurant et qu'on mange quelque chose de bon, on n'est pas obligé d'acheter le restaurant. Donc, comment se fait-il qu'il y a cette aspiration à former un couple? C'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui fait effectivement que notre nature nous pousse à construire un couple. Il y a de ça. En fait, tout simplement, c'est intrinsèque à la création. Pour que la création puisse exister, il y a dû y avoir la dualité qui s'est installée, le yin et le yang, ce qui permet effectivement que la matérialité et la création puissent exister. S'il n'y a pas la dualité, il ne peut pas y avoir de vie. Donc, quand il y a séparation, il y a toujours la mémoire de l'unité qui est incluse dans toutes les cellules vivantes. Donc, tout ce qui est vivant, quel que soit, et le plan humain d'autant plus, recherche toujours l'unité perdue. Donc, quand il y a la recherche du couple véritablement, c'est
la recherche de retrouver l'unité. Malheureusement, cette recherche de l'unité yin-yang, c'est-à-dire de retrouver l'androgynie initiale, on n'en a pas forcément la conscience, parce que ce besoin de retrouver l'unité est récupéré par la personnalité, qui confond l'unité avec le fait d'assouvir ses satisfactions et ses besoins. Donc, il y a effectivement cette compréhension qui fait que nous sommes obligatoirement dans un besoin de trouver cette unité intérieure, ce que certains vont faire dans une démarche spirituelle, dans une ascèse profonde, c'est-à-dire retrouver l'unité avec le yin et le yang qui sont en nous, ou l'unité par l'extérieur, dans la matérialité, au niveau du couple. Le problème, c'est que le yin et le yang sont composés de deux choses particulières. Le yin a une énergie de répulsion et le yang a une énergie d'attraction. Donc en permanence, il y a une espèce de repoussoir qui est créé par nécessité, parce que si ça n'existait pas, la création, elle reviendra à l'unité immédiatement. Donc elle ne pourrait pas effectivement s'expanser. Si on regarde ce que je viens de dire au niveau du couple, on va s'apercevoir qu'effectivement, dans le couple, on va épouser notre faille ou on va épouser toutes les difficultés. C'est-à-dire que forcément, dans le couple, il y aura conflit, il y aura tension, il y aura une volonté d'exister, une volonté d'être reconnu. C'est-à-dire qu'il y aura obligatoirement, dans un temps, soit le yang qui voudra dominer, soit le yin qui voudra dominer. Et pour qu'il y ait ces réglages qui puissent se faire, il va falloir déjà faire un travail sur soi, avant toute chose. Parce que la question que plein de couples se posent, et d'une manière judicieuse, c'est de se dire mutuellement comment peut-on faire pour que notre couple devienne harmonieux, comment peut-on faire pour qu'il n'y ait plus de conflits ou tout au moins qu'il y ait moins de conflits, comment peut-on faire pour que nous puissions, au niveau de notre sexualité, notre intimité, nous retrouver dans un équilibre, dans une bienveillance et dans une harmonie. C'est tout un questionnement qui est posé et qu'on peut dire qui est totalement judicieux. Mais il est faux. Parce que la vraie question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que dans mon couple, je puisse arriver à être en harmonie avec l'autre. C'est ça la vraie question en fait. Quelqu'un a quelque chose à dire à ce moment arrivé là? Est-ce que tout le monde est d'accord pour l'instant? Tout le monde... Lydia? C'est moi, voisine. Je la surveille dans ça. C'est vrai. Pourquoi c'est toujours je? Si l'autre ne fait pas d'effort. Oui, tout à fait. Parce que si sur les deux, il y en a qu'un qui travaille sur lui-même, oui, je veux bien le faire, mais au bout d'un moment, si l'autre ne percute pas. Oui, bien sûr, mais c'est. La question, elle est juste, parce que c'est le fond du problème. C'est toujours la faute de l'autre. C'est sûr, hein? Dans un couple, moi, si on regarde,
chacun de nous, on va dire, mais c'est simple, si l'autre fonctionne comme moi, il n'y a aucun souci. Le problème, il est là, c'est qu'on veut être à deux, mais vivre comme si nous étions tout seuls. Et ça ne marche pas. Alors bien évidemment, et c'est là le fait qu'il faut bien comprendre, dans un couple, ce n'est pas 50-50 les responsabilités, c'est 100% chacun. On a mis un sujet rare. Donc, non mais ce que tu as dit, Lydia, c'est juste, parce que c'est la pensée qu'on a tous. C'est-à-dire que moi, tout va bien, c'est l'autre qui dysfonctionne. Obligatoirement, étant donné qu'il ne fonctionne pas comme moi. Et que moi, je fonctionne d'une manière parfaite. Ben, tout à fait. Mais effectivement, on fonctionne d'une manière parfaite, en fonction de qui on est, en fonction de nos conditionnements, en fonction de nos croyances. On fait ce qui nous semble vrai, ce qui nous semble juste. Donc, à partir du moment où on ne remet pas en cause véritablement notre vision, nos croyances, rien ne peut bouger. Toutes les discussions sont complètement stériles. Donc, qu'est-ce que ça donne? Comme je l'ai dit déjà à un autre moment, je parlais déjà, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un couple puisse exister? Je dirais exister d'une manière pérenne. Il faut 3 niveaux de compatibilité. Donc, le premier niveau, quand on rencontre quelqu'un, c'est bien évidemment l'attraction sexuelle. Cette pulsion chimique qui nous touche et qui fait que entre deux êtres, il se passe quelque chose de particulier. Là encore, on ne sait pas quoi. On peut dire c'est de la chimie, c'est électrique, c'est karmique, on peut mettre ce que l'on veut. Mais il y a quelque chose de magique à cet endroit-là qui se met en place. Et ce premier niveau va dire on est amoureux. Juste ça. Mais réellement, on est amoureux de quoi quand il y a cette attraction-là? Est-ce qu'on est réellement amoureux de l'autre ou des sensations que l'autre m'apporte? Est-ce qu'on est amoureux d'être amoureux ou est-ce que c'est l'objet en face qui m'amène ça? La réponse est contenue dans la question. Bien évidemment, être amoureux, c'est agréable parce que ça donne des sensations agréables. C'est de la barbe à papa, en fait. Et c'est pour ça que quand nous ne sommes pas encore dans la maturité affective, on va rechercher cet état-là. Et on va rechercher cette première période de la relation où il y a une bonne image de moi-même. Je me sens l'objet unique du désir de l'autre. J'existe. Je me sens beau, je me sens tout ce que l'on veut. Tout devient facile. Mais ce n'est à ce niveau-là que chimique et électrique. Et à un certain moment, il va y avoir bien évidemment une baisse de cette chimie. Et s'il n'y a pas les autres niveaux que je vais nommer, effectivement, ça sera une relation très ponctuelle, voire ça sera juste une liaison. Un couple qui se construirait uniquement là-dessus est un couple voué à l'échec et à la souffrance. Parce que il va y avoir toujours le reproche d'avoir perdu ça. Donc on va reprocher à l'autre qu'il ne nous donne plus notre drogue, qu'il ne nous donne plus cet élément chimique qui me faisait tant de bien. Donc obligatoirement, je vais essayer de trouver un autre objet qui va me donner la même satisfaction. Donc à cet endroit-là, c'est uniquement un schéma d'addiction, comme le tabac, comme la drogue, comme on veut.
Et le syndrome le plus, l'image la plus représentative de ce que je viens de dire, c'est l'image du... Comment il s'appelait le mot me trahit. Ce séducteur italien, Don Juan. C'est le donjuanisme en fait. C'est-à-dire que réellement être amoureux, c'est s'aimer à travers l'autre. C'est faire de l'autre un miroir qui va me renvoyer l'image idéale que je peux avoir de moi. C'est-à-dire, l'autre me donne ce que je suis incapable de me donner. Donc, c'est la première étape qui est attraction sexuelle. Elle est toxique dans le sens où elle est seule. Mais si ensuite il y a le deuxième niveau de compatibilité, qui est la compatibilité de personnalité ou la compatibilité égotique. C'est-à-dire que quand il y a la première étape, qui est cette attraction qui est nécessaire au demeurant pour rencontrer l'autre, le deuxième point, c'est est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on aspire aux mêmes choses? Est-ce qu'on a la même vision de la vie? Est-ce qu'on a des goûts qui sont compatibles? Est-ce que le projet de vie de l'autre est mon projet de vie aussi? À ce moment-là, c'est la vraie rencontre de personne à personne. Cette rencontre, elle est celle qui va permettre véritablement de commencer à construire un projet à deux. Comme disait Khalil Gibran, un couple, ce ne sont pas deux personnes qui se regardent dans les yeux, ce sont deux personnes qui regardent dans la même direction. Et à partir de là, on va commencer à inclure l'autre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à inclure la différence que me montre l'autre, ou les complémentarités. Je commence à aller du 1 qui était au 2 et je commence à revenir vers le 1. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de construction, une volonté d'unité. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, ces deux premières étapes, elles sont au niveau du plan matériel, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'avoir une prise dessus, de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non. Mais en fait, ce n'est pas tellement la réalité, on ne fait que constater ce qui se produit. La personne est compatible, elle pense comme moi, elle a les mêmes goûts, je n'ai pas choisi mes goûts et je n'ai pas choisi ce que je suis. Il y a juste un constat, je suis témoin de cette compatibilité. On n'est jamais incompatible. Mais il manque un troisième point pour que cette compatibilité se transforme en autre chose. Et on arrive au troisième point, justement. Parce que ce n'est pas parce qu'on est compatible avec quelqu'un, qu'on s'entend bien avec quelqu'un, que forcément on se marie avec lui. Ou que l'on va avoir une attirance sexuelle ou une attraction sexuelle. Il y a l'autre élément qui est l'attraction des âmes. Et ça, c'est quelque chose qui est en dehors de nous. C'est quelque chose où il y a eu une attraction physique. De cette attraction physique, on s'est aperçu qu'on avait à peu près les mêmes aspirations, les mêmes visions. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va nous unir. Et c'est donc ce dont je parlais, qui crée le couple. Il y a une attraction des âmes, comme si qu'il y avait une vibration commune qui se faisait à un niveau subtil, et cette vibration fait qu'il y a cette attraction et cette volonté de réunir. Et à ce moment-là, le couple se forme. Ça répond? Hein? Après, s'il n'y a pas d'attraction sexuelle. On va y venir.
Parce qu'après, on va, dans la deuxième partie, je vais parler des 3 types de couples qui existent. Hein? Donc, c'est pour ça. Sur ces 3 niveaux de compatibilité, Romain voudrait... Je voulais juste savoir, est-ce qu'il peut y avoir juste le 3e niveau, l'attraction des âmes? Oui, bien sûr. Mais ça s'appelle une profonde amitié. D'accord. Voilà, tout simplement. Et, donc, et s'il y a juste la compatibilité des personnalités, ça s'appelle de très bons copains. Et s'il y a juste la première partie, ce sont des amants.